Acknowledge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter un ami que vous avez déjà vu sur la chaîne ou déjà entendu quand on fait des vidéos. Mais vous avez O'Brien qui est avec nous. Salut, comment tu vas? Eh ben, salut à toi, ça va très bien. Et merci de me réinviter ici. Il n'y a pas de problème. On fait une petite piqûre de rappel pour les gens qui auraient oublié ou juste qui te découvrent. Toi, ça fait un moment que tu es catcheur. On avait déjà fait une interview sur ma première chaîne YouTube, mais comme YouTube m'a bien aimé, je me suis fait ban. Donc du coup, on va recommencer pas mal de choses. Et comme on disait en off, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2 ans, je crois, qu'on avait pu faire d'interviews ensemble. Mais de toute façon, c'est pas grave. On va refaire un point. On va refaire un point complet ici. Question numéro 1. La question que tout le monde se pose, c'est qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Tout ça, tout ça. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est O'Brien. Je suis un gars assez simple. Dans la vie, j'aime bien que tout se déroule sans accroc, hein. Je suis fan de catch, je suis aussi fan de jeux vidéo, donc je fais énormément de jeux vidéo, je stream également. Et grosso modo, c'est à peu près tout, hein. Et catcheur aussi. Catcheur, faut pas l'oublier. Oui, oui, et catcheur. Après, oui, si je suis fan de catch et que tu m'interviews, bon, forcément, je suis catcheur. Oui, non, mais il faut quand même bien le préciser. Alors, la première question, tu la connais, tout le monde la connaît, c'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire, tu vois, de tout le monde, tes débuts avec le catch? Comment ça se passe pour toi? Alors, moi, c'était quand j'avais, entre guillemets, entre 6 et 7 ans. Mon père, il regarde déjà de le catch depuis très longtemps, et même ma mère. Et un soir, en fait, je dormais pas, j'arrivais pas à dormir, donc je suis redescendu. Et mon père avait mis à la télé le catch. Et j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Et ils m'ont dit, bah, c'est du catch et tout. Et puis après, bah, j'ai commencé à voir les grandes stars de l'époque. Donc, je crois que c'était Undertaker contre Jeff Hardy, le premier match que j'avais vu. Où Jeff faisait ses débuts, entre guillemets, et que Undertaker, à la fin, lui avait levé la main en lui disant, tire loin dans ce business. C'est le match qui m'a le plus marqué. Et puis après, j'ai commencé à chercher des vidéos sur YouTube, à droite, à gauche, et je suis vite plongé dedans. Bah, parce que bah ça m'a plu, ce côté un peu spectaculaire qui est envoyé dans le ring et tout. Fameuse génération interne, du coup, de Ouais, l'époque. Catch Attack, NT1 et la suite, maintenant même avec Netflix et tout, je suis toujours à fond. Ouais, non, mais c'est vrai que, tu vois, en général, la plupart des gens, tu vois, qui sont venus ici, c'est vrai que c'est un peu les générations qu'on connaît tous, les générations NT1. Pour moi, et enfin, pour moi, et je pense que pour tous ceux qui ont grandi avec cette génération-là, ça a été la meilleure génération, parce que c'est la génération qui nous fait découvrir le catch. Pour d'autres, ça sera l'ère attitude ou les années que eux, ils ont connues. Je voulais savoir, toi, à quel moment, est-ce que c'est vraiment à ce moment-là où tu te dis, bah tiens, j'ai envie de faire du catch, et tu dirais que c'était quoi l'élément déclencheur justement qui t'a dit, bah voilà, je veux devenir catcheur? Alors, on va dire l'élément déclencheur a été quand j'ai commencé, pas de suite, hein, les premiers jours, mais on va dire, allez, 1 an et demi, 2 ans après, que je regardais quasi tout le temps. Et une fois avec ma soeur, on s'est dit, oh tiens, on va se faire, on avait pris des morceaux de carton, on avait refait tous les titres. Donc WWE, World Heavyweight, Continental, US et tout. Et on s'amusait dans notre lit à se faire des petits combats entre nous et à se faire des petites histoires entre nous pour avoir les titres. Et c'est vraiment ce moment-là que j'ai aimé, parce que c'est ce côté un peu, le côté sportif qui m'a plu, et puis le côté faire partager des émotions aux gens. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Bon, en fait, c'est l'amusement avec ma soeur qui m'a donné encore plus envie d'en faire, quoi. Vers Mais 10-12 ans.
Mais c'est vrai que tu vois, la plupart des gens, quand tu discutes avec eux, ils ont tous eu minimum, moins, tu vois, leur propre ceinture en carton et tout. Moi, honnêtement, je l'ai jamais fait. Honnêtement, franchement, parce que moi, enfin, j'ai aussi, hein, j'ai eu une enfance pas facile, donc je l'ai déjà raconté et tout, tu vois, le fait que tu es à la DAS, bah, c'est pas forcément, tu vois, pouvoir évident de pouvoir faire quelque chose et de pouvoir, enfin, regarder sa passion comme il faut. Mais c'est vrai que tu vois le fait, tu vois moi le truc le plus où je peux, enfin je peux plus réagir, moi, c'est au niveau des slam attacks, hein, parce que bah, j'avais réussi à avoir quelques cartes. Parfois, j'étais un peu dégoûté parce que, bah, tu vois, je rentrais chez moi le week-end. Je sais que, bah, tu vois, enfin, je voyais uniquement ma mère, uniquement que les week-ends. Donc, en fait, en gros, bah, j'étais content. Sauf que le problème, c'est que je voulais aussi d'autres cartes. Le seul moyen d'avoir d'autres cartes, c'est ce fameux jeu qui est, enfin, que tout le monde a déjà fait, que ce soit avec des cartes de catch, cartes Pokémon, bref, tu poses deux cartes contre un mur, tu joues avec des espèces de waps et de craps, faites des recherches pour les gens qui se demandent, on sait très bien, Je sais. ouais, c'est des trucs carrés ou alors vous avez des trucs ronds avec des formes très bizarres et vous jetez ça et tout et là je me faisais dépouiller toutes mes cartes et honnêtement j'étais dégoûté quoi mais ouais c'est vrai que toi c'était la ceinture, moi à l'époque c'était bah, justement c'était ces cartes là. T'as des souvenirs toi des cartes un peu que t'as pu obtenir ou pas du tout? Alors ouais, j'en ai quelques souvenirs. J'ai même encore un classeur. Bon là, je l'ai pas actuellement avec moi. Mais j'ai encore un classeur à un endroit. Faudrait que peut-être un jour je le montre en live ou même sur un show, je l'apporterai. Je sais que j'avais un Undertaker, j'avais Jeff Hardy. Et je crois que j'avais même celle de John Cena où il avait le sang de chaque côté. Oh ouais. Je crois que je l'ai dans mon classeur parce que j'ai le souvenir de l'avoir eu celle-là, mais je sais plus si après je l'avais joué avec quelqu'un ou si je l'avais perdu. Mais ouais, j'en ai quelques-unes encore dans mon classeur qui est pas actuellement là, mais je sais où il est, mais il faudrait que j'aille le chercher donc. Moi, j'ai un souvenir très douloureux là qui me revient en tête. Avant, je faisais bon, maintenant c'est bon, j'y touche plus, je les ai encore et tout, mais je crois que tu as déjà vu mon énorme collection de DVD de catch que j'ai chez moi. Et à un moment donné, ne me demande pas pourquoi, pour des raisons X ou Y, j'avais malheureusement revendu une perte enfin de DVD et tout. Bon, bref, un truc complètement stupide. Et je l'ai regretté, hein, tu vois, par la suite et tout, parce que je me dis, bah, tu vois, c'est peut-être des trucs auxquels où je retrouverai plus jamais. Et en fait, quand j'ai voulu refaire une nouvelle fois la collection et de me dire, mon coco, maintenant, tu n'y toucheras plus. Alors, je regarde de temps en temps hein, les DVD, mais c'est vrai qu'ils sont plus là, plus en mode déco que en mode pour regarder. Enfin, tu vois, j'avais à l'époque, c'était SummerSlam 2005, tu vois, mais je l'avais en version française et j'étais trop content, tu vois, de l'avoir en version française. Et le fait, tu vois, de retomber sur SummerSlam 2005 et de ne pas l'avoir en version française, tu vois, c'était un peu chiant. Est-ce que toi, pareil, t'as des souvenirs de, je sais pas moi, de shows qui t'ont marqué, de DVD que tu as pu avoir et que tu as malheureusement paumé parce que tu parlais justement que tu n'étais pas sûr d'avoir la carte de John Cena. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué? Tu vois, moi, par exemple, mon premier DVD, hein, je l'ai déjà dit, c'était John's Monday 2007. Si je dis pas de conneries, à chaque fois, j'hésite toujours. C'est la fameuse image, pour que tout le monde soit bien clair, c'est la fameuse image où tu as Triple H qui est en mode prisonnier, tu vois, avec le truc Ah orange oui, où il est en mode prisonnier là-dessus. Donc voilà. je vois. Mais non, des DVD, j'en avais pas tellement parce que bon, à l'époque, j'avais la chance que mon père et ma mère ont Canal et les grosses chaînes là où ça passait, donc j'avais pas forcément besoin de regarder et d'avoir un DVD. J'ai plus eu des t-shirts ou des les cartes Slam Attack ou les jeux vidéo, donc comme les SmackDown vs Raw. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de. Si, je crois que j'ai un DVD, mais je sais plus où je l'ai mis. Il me semble que j'en ai un, mais je sais plus lequel c'est et je sais plus où je l'ai mis. Mais est-ce qu'on est d'accord aussi?
pour dire que les DVD enfin les DVD pardon, les jeux de catch avant étaient mieux avant que ceux de aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, c'est beaucoup trop compliqué. Tu vois, moi personnellement aujourd'hui, je peux acheter Touquet, tu vois, par exemple, j'avais Touquet avant sur PS4. Tu vois, je m'éclate moins à jouer à Touquet sur PS4 plutôt à Raw versus SmackDown, tu vois, sur Play 1 ou Play 2. Tu vois, je m'éclatais plus à cette époque-là que là aujourd'hui. Alors, je pense que je vois ce que tu veux dire, parce qu'il y en a pas mal qui sont comme ça. Après, je pense que c'est une question de, je vais pas dire de qu'on a grandi ou quoi, ça a rien à voir. Si t'es fan de catch, t'es fan de catch du début de ta vie à la mort. Pour moi, Ça, c'est c'est comme ça. vrai. Mais je pense qu'à l'époque, dans les jeux, donc SmackDown vs Raw, ils mettaient plus de trucs un peu fantasy, que maintenant c'est un peu plus réaliste. Qu'est-ce qui se passe aussi à la télé? Donc ils essayent de reproduire, on va dire, comme une simulation. Et je pense que c'est ce côté-là, trop simulation, qui est, même si c'est pas trop simulation, mais qui est moins arcade que peut-être SmackDown vs Raw, c'est peut-être ça. Et aussi peut-être que c'est l'effet, nostalgie, parce que les premiers jeux qu'on a eus, bah, c'est ceux-là, donc ça reste un souvenir gravé en nous, qui nous a fait du bien et qui nous a permis de jouer nos catcheurs favoris, qu'on pouvait pas les voir à la télé, quoi. Ouais, c'est vrai quand tu peux reprendre des catcheurs de l'époque. Est-ce que toi aussi t'étais un peu, disons, un peu ce que tout le monde fait? Est-ce que tu prenais, genre, par exemple, parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien, mais ça m'est déjà arrivé de faire affronter deux fois le même catcheur. Alors ça, non, mais je me suis j'ai jamais fait ça. Ok, Dans des jeux de combat classiques, oui, mais dans le jeu de catch, non. Je pense pas, ou au moins que j'ai pas le souvenir, mais je m'en souviens que le premier que j'avais acheté, bah, c'est mon père qui l'avait acheté parce que moi à l'époque j'avais pas d'argent. C'était un, Smagan Road 2007, je crois. ok, Et mon père il avait pris Chris Jericho et moi j'avais pris Shawn Michaels et on avait fait notre premier combat l'un contre l'autre. d'accord. Oh C'est le putain. premier souvenir que j'ai du jeu de catch qu'on avait acheté et qu'on a joué, quoi. Pas mal. Non, mais franchement, pas mal du tout. Tu as que des très bons souvenirs. En parlant de très bons souvenirs, tu te rappelles un peu du premier show que tu as assisté? Que ça soit WWE ou hors WWE, hein. Alors, premier show que j'ai assisté, oui, oui, je m'en souviens parfaitement. C'était un show, indépendant, donc c'était pas la WWE parce que j'ai pas eu encore l'occasion d'aller, les voir ou aller participer à un show, même s'ils sont passés 2 fois en France, donc à Lyon et à Paris, mais bon, c'était un petit peu cher, je m'y attendais pas, donc voilà, j'avais pas l'argent. Mais le premier show que j'étais allé voir, c'était un show indépendant, c'était à la CCX à l'époque, qui est sur, Perpignan, bon qui est aussi sur Montpellier et c'était un bon petit show et j'ai dit, à ce moment-là, «C'est là que je veux vraiment faire» parce que pendant une courte période, je cherchais des écoles vers 10 12 ans. Mais ma mère m'a dit: «C'est un peu tôt, attends», même mon père il me disait: «C'est un peu tôt, attends encore un peu, que tu grandisses et que physiquement ça aille mieux», parce que quand tu es trop jeune, bah, ton physique n'a pas fini de grandir, il n'a pas fini d'évoluer. Donc là, j'avais repris les recherches à ce moment-là, j'avais vu le show, il m'avait intéressé, puis après j'avais eu des problèmes, donc j'ai dû le repousser à plus tard, donc j'ai commencé quand j'avais à peu près 20 ans, je crois. Un peu plus peut-être, je sais plus, mais voilà. Ok. Et ça va aujourd'hui, tu gardes quand même de très bons souvenirs de tes débuts et tout. En gros, est-ce que tu regrettes ou non de t'être lancé dans le catch? Oh non, franchement non, ça me permet de, bah, de faire déjà plein de connaissances, de voir certaines stars que j'ai pu réussir à voir, que je voyais à la télé parce que on l'a pas dit, mais je suis à l'ABC, Ouais. donc à l'association Beat Wars de catch. Et chaque année, on fait un gros événement, c'est un peu nos WrestleMania à nous, comme je dis, et même le président il le dit, hein, c'est un peu notre WrestleMania. C'est là où on invite des anciens catcheurs, soit de la TNA, soit de la WWE, qui sont soit plus en contrat avec la WWE, parce que quand ils sont avec la WWE, tu peux pas les amener ailleurs, parce qu'ils ont un contrat d'exclusivité pour être là-bas. Donc j'ai eu la chance de voir Alberto Del Rio, Tajiri, Ultimo Dragon, et franchement déjà pour ça je suis pas déçu et même j'ai vraiment, bah, trouvé, le truc qui me plaît et qui me permet
de me détendre en fait. Quand tu es sur le ring, pendant les 20-30 minutes que je suis sur le ring, ça me permet d'oublier mes soucis de la vie de tous les jours et de faire ce que j'aime en fait. Bah, t'as un peu volé la question que je devais te poser juste Ah, après, mais c'est pas grave, c'est pas grave. j'ai pré-shot. J'ai Ouais, pré-shot. voilà, c'est ça. Et en plus, on s'est même pas organisé sur ça. On est parti comme ça au feeling, mais c'est vrai, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu as une chance quand même incroyable, c'est que tu vois, enfin, tu as pu être sur le ring ou dans les coulisses ou même encore dans les vestiaires avec des gens que tu as vus à la télé, qu'on parlait par exemple, enfin, de Mickey James, de Alberto Del Rio et d'autres que j'en oublie malheureusement. Est-ce qu'on arrive à rester professionnel quand on est en face de stars comme ça? Alors, je vais te dire que oui. Et même, moi, la première fois que j'ai vu le premier, je crois que c'était PG Black. Donc Justin Gabriel avant, quand il était à la WWE. Que Et j'ai quand déjà je eu l'ai sur vu, la chaîne. oui, ça je sais, je m'en souviens, j'avais regardé l'interview. C'est J'osais gentil. pas aller lui parler. Et Tom Laroufa, il m'était venu me voir, il m'a dit tu veux aller lui parler? Ouais, bon, moi et mon anglais, ça fait 6. On n'est pas passé à la même porte. Je connais le jeu vidéo et l'anglais, voilà, c'est l'anglais jeu vidéo que je connais. Avec les noms des prises des catchs, à force d'écouter Christophe et malheureusement Philippe Chiro qui n'est plus là, mais bon. Bref, passons. On n'est pas là pour pleurer. Euh, Et on va dire que, ouais, on a un côté où on a du respect pour eux parce que c'est eux qui nous ont fait aimer un peu cette discipline et qui nous ont montré ce qu'on pouvait faire. Oui, il y a une forme de respect et en vrai, ils sont tous très très cool. Dès qu'ils ont fait leur match et qu'ils reviennent dans les vestiaires, bon, ceux qui sont catcheurs pourront en stater, qu'on peut leur parler facilement. Ils sont même là, après, ils regardent ton match et ils te disent qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux pas améliorer. Par exemple, j'ai une anecdote très croustillante et qui va te faire plaisir, je pense. Je sais pas si tu avais fait gaffe, mais sur AB1 l'année dernière, il y avait, Christophe Ajus, il avait dit, que Nickadis était pas à SmackDown pendant 2-3 shows et parce qu'il était en vacances à Béziers. Et beh, il était venu pour les arènes de Béziers, ça faisait déjà D'accord. la troisième fois qu'il était venu et j'avais eu un match contre Marty Scurll. Je sais pas si tu connais, il a beaucoup tourné sur la ROH et tout. C'est un catcheur anglais et je m'en souviens que ce jour-là, bon, déjà, j'ai eu le nez pété. Bon, ça arrive, hein, c'est les risques du catch. Mais quand j'étais revenu dans les vestiaires, Nick Aldis, il m'a regardé, il m'a dit «Tu fait un très bon match, continue comme ça, t'es un bon». Alors que Nick Aldis te dise ça te fait quelque chose, quoi. Et même Chavo, il m'avait dit écoute le catcheur contre qui je catchais. Et après, il m'avait dit bah, j'ai fait un très bon match. Donc, avoir des éloges comme des noms comme Chavo, Nicaldis ou même Tom Laroufa ou d'autres catcheurs, tu te dis là, ils ont regardé mon match, ils l'ont apprécié. Donc, il y a ce petit côté où tu es content de toi et tu te dis putain, j'ai bien fait mon travail. Il est pas venu avec un contrat de SmackDown ou quoi, Nickel 10? Ah, j'aurais aimé, mais non. Non, non, non. J'aurais aimé, mais bon, apparemment, j'ai pas assez plu, apparemment, je sais pas. Non, mais c'était sympa quand Nickadis, il m'a dit que j'avais fait un très bon match et de continuer comme ça. Mais en plus, tu vois, ce qui est, et ce que je te rejoins personnellement, enfin, ceux qu'on a connus tous les deux, PG Black, que ça soit toi ou que ça soit moi, c'est vrai que honnêtement, au début, tu vois, tu te dis jamais, tu vois, des gens comme ça qui ont une notoriété incroyable, ils vont tu vois, enfin, ils vont t'écouter, ils vont même te donner des conseils et tout, parce que bah enfin, pour toi, c'est vrai qu'en général, tu vois, enfin, t'as une image et ils sont, tu vois, c'est un peu comme quand une femme, tu vois, regarde un peu la télé, regarde un peu sa Cendrillon et qu'elle veut avoir, tu vois, le prince charmant, tu vois. En général, Oui, on rêve tous d'un truc, on pense, puis en fait, au final, bah, on se retrouve avec Dédé du café et tout. Et c'est vrai, c'est vrai. malheureusement, c'est comme ça. Mais je veux dire, tu vois, en fait, en gros, on a tellement un regard trop
trop différent qu'à un moment donné, on se dit, bah en fait, ce mec fera jamais attention à moi ou autre. Et c'est vrai que moi, personnellement, quand j'ai fait ma première interview et tout, j'ai remarqué en off, que ce soit en off avant l'interview, pendant l'interview et en off après l'interview, ce mec était un amour. C'était un amour parce que, bah, je dis c'était à croire qu'il est je touche du singe, je vais croire que enfin, qui est décédé. Non, mais je veux dire, quand je l'ai eu en interview, c'était un super bon gars. Et c'est vrai que tu t'es pas le seul aussi, tu vas me confirmer que quand t'as des gros catcheurs comme ça qui viennent, bah, ils sont super gentils en fait avec toi. Et c'est vrai que c'est incroyable. Est-ce que pareil, quand t'as des catcheurs comme ça qui viennent, est-ce qu'on vous donne des ordres à respecter? Est-ce que, par exemple, on vous dit, ouais, bah, je sais pas moi, tenez-vous bien, évitez de parler de sujets qui fâchent, un peu avec l'histoire de Alberto Del Rio ou autre, on va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, eh, est-ce qu'ils ont un peu filtré parce que tu vois des fois malheureusement alors ça tu vois c'est un peu un truc genre politisé et tout hein, je suis désolé mais tu vois des fois quand tu fais des meetings tu vois des fois t'as des personnes ils viennent genre contester tu vois de certaines choses par exemple tu vois des fois si admettons bah t'as des militants de l'extrême gauche bah tu vois tu vois enfin t'as des opposants qui viennent enfin bref est-ce que par exemple genre on filtre un petit peu quand tu as des gros noms comme ça. Est-ce qu'on regarde s'il n'y a pas des gens qui ont des maillots, tu vois, genre de Page ou qui ont des pancartes d'insultes envers Alberto Del Rio ou envers d'autres catcheurs? Alors, non, il n'y a pas de consigne particulière. Il y a juste Tom, quand il vient sur Béziers, et que justement il y a aussi des gros stars qui viennent, il nous dit juste bah, de laisser se concentrer sur leur match. Et après, quand ils ont fini leur match, de parler normal. Mais après, il nous fait confiance et ils savent que on est dans entre guillemets, le même business, même si c'est pas vraiment le même. Mais on a la même passion, donc on va pas parler des choses qui sont fâcheux ou sensibles. Moi, je sais que quand j'ai parlé à Alberto Del Rio, je lui ai pas dit: «Ah ouais, tu as» bon, je vais pas dire le voilà, Ouais. mais vous avez compris. Et je suis allé le parler normalement. Je lui ai dit comment ça allait, comment il s'était passé son voyage, et franchement, la plupart des autres catcheurs, parlent normalement, on parle pas des histoires qu'il y a eu parce que c'est pas ça qui nous intéresse sur le moment, c'est plus le déroulé du show, comment était l'ambiance avec le public. Par exemple, si moi je passe en premier, bah, il y a peut-être, Tom, Chavo qui vont venir me dire: «Oh bon, le public il était comment? Tu l'as senti comment?» Voilà, ils vont me demander des indices pour eux, se placer pour, pouvoir faire encore plus de choses qui vont encore que le public va être encore plus en feu. Ou si moi je passe après, à une autre, quelqu'un d'autre, je lui dis: «Ah bah tiens, le public était comment? Est-ce qu'il a bien réagi et tout?» Voilà, c'est beaucoup ça qu'on se dit, et après on parle du catch et tout, mais non, il y a pas de sujet à éviter. Et puis après, on va dire qu'on sait nous-mêmes, les sujets à éviter, donc on va pas aller dans des sujets qui fâchent, et c'est pas l'intérêt, c'est de partager le moment qui est important. Donc ouais, comme je te dis, juste à part parler du public pour savoir comment il est, si c'est un bon public, si c'est un mauvais public, parce que des fois, t'as beau avoir des très bons catcheurs, mais si le public suit pas, bah, c'est la merde. Et puis voilà, c'est surtout sur ça, quoi. Il y a pas de restriction au niveau des mots à dire ou des éventuels sujets à éviter. Et pareil, tu vois, je voulais savoir si t'étais, enfin, si toi tu ressentais aussi la même chose. Bon, là, tu vois, c'est exceptionnel. Tu sais qu'on parle de catch, on parle un peu de tout de rien. Mais est-ce que t'as remarqué que pendant une discussion, genre lambda entre deux catcheurs, tu vois, par exemple, je sais pas moi, entre Tom et Chavo ou entre Tom et Alberto Dario ou peu importe hein, les catcheurs, est-ce qu'il parle uniquement de catch ou est-ce qu'il parle aussi un peu de la vie privée? Parce que tu vois, des fois, j'ai un peu l'impression que des fois, entre deux catcheurs, bah, toujours de parler business, tu vois, c'est un peu chiant. Et des fois, si on peut s'intéresser à la personne et parler d'autre chose que le catch, bah, en général, t'as des catcheurs qui préfèrent plus ça que de parler tout le temps de catch. Après, je vais te dire, ça dépend, mais je pense que oui, grosso modo, on parle pas que de catch.
Que ce soit Tom ou qui est avec Chavo, par exemple, s'il fait le voyage avec ou autre, hein, ou même moi si je fais des voyages avec d'autres catcheurs, parce que des fois on a de la route à faire, on va pas parler tout le temps de catch, non, à un moment donné, même nous on sature, hein. Mais non, je pense qu'il parle de tout et de rien. Après je pense pas qu'il parle énormément de privé, après je sais pas, mais à chaque fois que j'ai entendu Tom parler avec soit Alberto Del Rio quand il a eu son match, aux arènes ou quoi, et au début ils ont parlé, vite fait catch et puis après ils ont parlé de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'ils allaient faire demain? S'ils allaient manger à un restaurant ou pas, vraiment, voilà, basique quoi, les converses. C'est quoi le plus beau souvenir, hormis que tu disais tout à l'heure avec Nick Aldis et tout, mais c'est quoi le plus beau souvenir que tu gardes d'une rencontre et qui t'a marqué et qui te marquera à tout jamais? Alors je pense, j'en ai 2. C'est le premier match que j'ai fait contre Tom Laruffa parce que bon, Tom Laruffa, c'est quand même un grand catcheur établi en France. Il a été passé, bah, par la WWE et la TNA. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, ça veut dire que le président déjà il me faisait confiance pour catcher contre lui et c'est surtout que ce moment-là, je me suis dit: «J'ai quand même catché contre Tom Laruffa», alors que pour moi au début, au tout début de ma carrière, c'était un peu comme un sommet à atteindre. Si un jour je me suis dit: «Si un jour je me retrouve face à lui dans le ring, ça veut dire que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait faire». Donc il y a ce premier souvenir qui m'a marqué et le deuxième, c'est le deuxième show que j'avais fait aux arènes, où j'ai gagné mon premier titre, au sein de l'ABC contre Marty Scurll justement, où j'avais eu le nez pété. J'ai réussi à avoir le titre. Donc c'est vraiment ces 2 souvenirs qui m'ont marqué, plus Nick Aldis qui est vraiment tout en haut, parce que bon voilà, c'est comme General Manager et tout. Mais avoir catché contre Tom, pour la première fois, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que je me suis dit, c'est comme si demain, le président il m'appelle, il me dit: «Ouais, l'année prochaine là aux arènes 2026, c'est un match contre Jeff Hardy». Voilà quoi. C'est quand même, d'un côté une star et que j'aurais jamais imaginé catcher contre. Déjà contre Tom ou quoi, tu vois? Je pensais que j'allais rester avec les élèves de l'ABC ou les catcheurs que je connais plus ou moins des autres, fédérations indépendantes. Mais là, de catcher contre des catcheurs un peu plus renommés, c'est sûr que ça fait toujours des bons souvenirs et c'est gravé, quoi. C'est plus facile, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, enfin, d'être avec une personne comme Tom qui, lui, parle français. Est-ce que, par exemple, tu as pu, genre, catcher contre, je sais pas moi, contre Alberto Del Rio ou contre quelqu'un d'autre? Et si tu as pu catcher contre lui, comment ça se passe également? Est-ce que vous voyez vraiment le match vraiment quelques minutes avant ou le matin même ou l'après-midi même avant de pouvoir vous affronter justement dans le ring, ou alors est-ce que c'est je sais pas moi, je te pose une question à la con, hein. Est-ce que c'est des discussions WhatsApp, des discussions vidéo, des choses comme ça quand c'est des personnes qui sont à l'étranger? Alors, je vais, mettre 2 points. En gros, bah, quand j'ai combattu contre Marty Scurll, qui est absolument pas français, mais qui est anglais, désolé, qui est à la ROH, bah, qui était à la ROH, qui a été connu là-bas. Quand on m'a dit que j'allais l'affronter aux arènes de Béziers, je me suis dit: «Bon, première chose à faire quand tu connais pas le catcheur ou que tu en as déjà entendu parler mais tu jamais vu», ce que préconise, mon coach à l'entraînement et même moi maintenant je commence à l'appliquer, parce que j'entraîne aussi, dans d'autres jours de la semaine. Si vous avez un catcheur par exemple, je prends un exemple, Alberto Del Rio, et bah, allez voir, moi je sais que c'est ce que j'avais fait, j'avais tapé Marty Scroll 7 moves et j'avais un peu prévu ces gros moves qu'il faisait. Donc ces grosses prises qu'il faisait, par exemple, s'il faisait un moonsault de la troisième, bah, je savais qu'à un moment dans le match, il pouvait aller dire, moonsault, me placer un moonsault. Après pour préparer le match, on va dire qu'il y a pas de discussion WhatsApp ou quoi. Il vient quelques heures avant le show, il y a le président qui dit: «Bon, tu affrontes lui, nin nin et puis après on va voir sur le ring s'il y a une prise ou 2 ou quoi qu'on veut voir et assurer de bien faire et pas se faire mal. Mais sinon généralement on discute dans les vestiaires, des grandes lignes,
Et puis après, c'est surtout au feeling après. La plupart du temps, c'est au feeling et voilà, on dit des grands axes, vite fait et après c'est surtout au feeling, que ça se fait, la plupart du temps. C'est pas un peu décevant une rapidité comme ça, même si c'est vrai, bah tu vois, enfin, t'affrontes un professionnel, mais je veux dire, tu vois, que ça soit aussi rapide que ça, parce que tu vois, en général, bah, on se dit, on peut peut-être, parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de catcher avec quelqu'un que tu connais, avec qui enfin, que tu t'es entraîné au quotidien, plutôt qu'avec une personne, tu vois, enfin, qui vient, tu catches, puis après, puis il repart, quoi. Alors, je vais te dire oui et non. Oui, c'est plus facile de catcher avec quelqu'un que, par exemple, tu t'entraînes depuis, des années et des années parce qu'au moins tu connais ses moves, il connaît tes moves et vous savez comment l'un et l'autre réagit. Le seul, on va dire, point noir qu'il y aurait de catcher contre des catcheurs que tu connais pas, c'est que tu connais pas leur réaction. Par exemple, on va dire si on met une Atemi et que, tu la mets un peu trop forte, peut-être que le mec il va pas apprécier et qu'il va te le faire savoir. Après, il y a toujours ce risque-là. Bah, après, à vrai dire, j'ai envie de te dire que non, parce que c'est aussi sympa, parce que moi, ça a fait une courte expérience. Mais c'est ce moment-là, au fait, pour moi, dans ces matchs-là, où tu connais pas la personne, c'est là où tu vas te donner plus à fond et que l'adrénaline va prendre le dessus encore plus que d'habitude. En fait, tu donnes tellement à fond que même le mec, il va voir que tu te donnes à fond. Par exemple, si c'est un professionnel, hein, si je te prends Chavo ou Alberto Del Rio, ils vont dire: ah putain, là, O'Brien, là, il se donne à fond. Ah, je vais peut-être monter le niveau aussi un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc on se pousse mutuellement, hein, donc après ça ressort toujours que des bons matchs. Donc pour moi, il y a un côté, oui, c'est bien de catcher contre des catcheurs que tu connais, mais c'est aussi bien de catcher contre des catcheurs que tu connais pas parce que ça permet de, bah, déjà de faire une expérience, et de pouvoir, après être encore mieux sur d'autres matchs, par la suite. Et je voulais terminer avec une question par rapport à ça. Ça se passe comment exactement les voyages ou pour les faire venir? Est-ce que je sais pas moi, c'est peut-être une question à la con, hein. Est-ce qu'il y a un bus qui les attend au niveau de l'aéroport? Ça se passe comment quand t'as, je sais pas moi, Alberto Del Rio qui vient, t'as aussi Mickey James également aussi enfin, qui vient et tout. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils arrivent en même temps? Est-ce que quelqu'un va les chercher? Est-ce que déjà t'as cette info? Parce que peut-être que t'as juste pas l'info et... Si, j'ai l'info. Après, bah, généralement, ils arrivent à l'aéroport de soit de Montpellier ou soit, je crois de toute façon, il y a que Montpellier, je crois. Mais en gros, oui, soit c'est Tom qui passe, sur le chemin, comme il vient à chaque année, à chaque arène, il prend un espèce de minibus, et il prend 5 ou 6 catcheurs avec lui et après sinon, c'est le président directement lui qui va avec sa voiture ou qui va avec son camion chercher, bah, les catcheurs restants et généralement, oui, ils essayent d'arriver tous en même temps. Après, s'il y en a un qui arrive à 1 heure de décalage, c'est pas très grave. Mais, généralement, c'est soit Tom ou soit le président qui va directement les chercher, à l'aéroport. Ok. Et une fois que vous êtes tous là, vous faites un truc en particulier ou pas? Enfin, je veux dire, vous commencez par enfin, des trucs classiques, genre des échauffements, des trucs comme ça, ou ouais? Oui, après, bon, dès que tout le monde est là, généralement, on va dire, soit le président, soit Tom prend la parole. Donc, Tom, il fait une version, française et après il va le faire en version, anglais. Ou d'abord la version anglais et après la version française. Comme il vient avant, il peut nous le dire avant et après il briefe que les catcheurs, étrangers, on va dire. Ouais, après, on se parle, on se dit bonjour, après oui, il y en a qui vont s'échauffer de suite, il y en a qui vont pas s'échauffer de suite parce qu'ils sont crevés de l'avion, donc il y en a qui dorment un petit peu. Après, à ce moment-là, il y a tout le monde qui rentre dans sa routine personnelle, heu, de avant un match. Par exemple, il y en a qui vont écouter de la musique, il y en a qui vont dormir, il y en a qui vont faire du sport, donc après c'est un peu tout le monde rentre dans sa routine. Le show se passe et puis après là, après le show, on peut commencer à encore mieux parler avec les personnes et c'est vraiment après le show qu'on dépose tout, qu'on souffle et qu'on se met tous assis à quelque part et on parle et puis voilà, hein. Tout le monde arrive le jour du show ou ça arrive que des fois il y en a qui arrivent genre la veille ou autre? Alors, jusqu'à présent, c'est il y en a eu qui sont arrivés avant les shows.
OK. Je sais plus qui c'était. Ah, je crois que c'était Ultimo Dragon. Il était arrivé 2 jours avant le show des arènes et il avait visité Béziers, il avait fait les grands axes de Béziers. Après quand il y a eu le show, il a fait le show et après avant de partir, il avait encore pris 2 jours, pour revisiter encore un peu plus loin. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Après c'est en l'envie de la personne, je pense. Et ils repartent le jour même, en général, ou alors ils repartent le lendemain? Parce que des fois, ça doit être fatigant de repartir Heu le jour même. Imagine, je sais pas moi, imaginons, alors je sais pas à quelle heure ça arrive, mais imaginons, tu vois, comme un show classique, en général, un show classique, c'est quoi? C'est en fin d'après-midi ou autre, en Ouais, général? ouais, début de soirée, donc vers Ouais. 20h-19h, vers là. Ouais. Et donc du coup, on va dire grand max 23 heures, c'est 23 heures, 23h30, c'est fini. Le temps de faire les photos, on va dire genre grand max, 1 heure du matin, tout le monde est, plus ou moins parti. Heu, Comme dit, est-ce que l tout le monde part, enfin, surtout les gros noms comme ça, ils partent tous le jour même en même temps ou ils repartent plus, le lendemain? Est-ce que par exemple des fois ils sont hébergés chez quelqu'un ou autre? Alors là, pour le truc d'hébergement, je pourrais pas te dire, mais je sais qu'il y en a certains, c'est en fonction de leur avion. Soit ils sont obligés de repartir de suite ou le lendemain matin vers, 5-6 heures du mat. Donc dès que le show est terminé, ils vont, À bon, quand même faire l'aéroport? les photos, les dédicaces, parler un peu et dès qu'ils peuvent partir, ils partent. Mais en gros, ouais, généralement, ouais, ils partent assez tôt et plus rapidement possible, parce que des fois les avions, ben, c'est le lendemain à 6-5 heures du mat, donc t'as pas forcément le temps de te reposer. T'imagines quand même que s'il y a quelqu'un qui a pu héberger un catcheur comme ça, il s'est dit: «Tiens», tu à cet endroit-là où tu es en train de chier ou de dormir, bah, il y a un tel qui a été chier là et qui a été dormir. Non, mais c'est Bah, c'est vrai après que c'est oui, non, mais oui. Après je sais pas, je peux pas te dire, j'ai pas eu de catcheurs, qui sont venus chez moi ou quoi, hein. Après si ça arrive un jour, tant mieux, si ça arrive pas, tant pis. Mais j'ai envie de dire, ça doit être quand même bien parce qu'au moins tu peux encore plus parler avec la personne, tu peux encore plus le découvrir et ça peut être que du bon. Ça peut être que du bon de toute façon. tu as qui se sont barrés comme ça ou pas? C'est-à-dire en gros, parfois il y en avait, ils en avaient peut-être, soit être fatigués ou alors ils en avaient un peu marre. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que, bah, après le show, ils se sont tout de suite barrés. Ils ont même pas pris le temps, tu vois, enfin, de saluer les fans et puis, voilà quoi. Est-ce que c'est déjà Ah arrivé ça non, ou pas? Non? non, non, jusqu'à Tout le monde? présent, que je fais du catch, j'en ai jamais vu. Que Ouais, ce c'est soit des bien. gros noms ou pas, j'ai jamais vu de personne faire ça. C'est bien parce que honnêtement, moi, tu vois, par exemple, moi, je trouve que c'est important, tu vois, d'être là pour le public. Et moi, je sais que, par exemple, tu vois, j'ai été voir un show de la ICWA, par exemple, tu vois, j'ai Mmh. pas peur de le dire, et tous les catcheurs de la ICWA, bah, j'ai pu faire une photo, une vidéo avec eux. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y avait deux Anglais dedans dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est un couple d'ailleurs. Et à chaque fois qu'ils sont venus, les deux fois, par exemple, genre pour faire une photo ou un autographe et tout, bah, tu vois, c'était jamais possible parce qu'après le show, en fait, tu vois, ils se barraient tout le temps. Parce qu'ils avaient un Mmh. truc ou autre. Après, je peux comprendre et tout, hein, tu vois, par moment, je me dis, bah voilà, tu vois, enfin, t'es fatigué, tu restes un être humain. En fait, parfois, tu vois, je peux comprendre, tu vois, certaines situations, je me mets aussi à leur place, je me dis, bah voilà, tu vois, moi, je serai à leur place. Il y a des moments où je me dirais, bah tu vois, enfin, j'ai envie d'être un peu tranquille et tout seul, et puis voilà. Mais par moment, je me dis, des fois, il y en a, ils abusent un peu trop, tu vois. Bon, que ça soit une fois, tu vois, d'accord, je me dis, bon, pas de souci. Mais là, la deuxième fois, tu vois, c'est quand même deux fois avec qui, tu vois, c'est arrivé et tout. Et aujourd'hui, enfin, honnêtement, tu vois, enfin, je m'en fous, tu vois. Mais je me dis, parce que moi, je m'en fous, je suis adulte, je comprends et tout. Mais imagine des gosses, des gosses qui comprennent pas ça et tout. Bah, tu vois, t'as un peu, entre guillemets, tu vois, un peu brisé, bah, tu vois, enfin, le rêve d'un gamin par rapport à ça. Et je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après bon, soit, à mon avis, soit ils étaient fatigués, soit ils avaient la flemme, ce qui est souvent possible,
soit qu'ils ont passé un mauvais match, peut-être qu'ils se sont blessés, peut-être qu'ils avaient un rendez-vous le lendemain. Mais pour moi, même si tu as passé un mauvais match, même si tu as un truc à faire, prends moi, ça, c'est mon avis et je pense qu'il y en a pas mal de catcheurs indépendants, ils vont peut-être me suivre sur ça. Mais prenez le temps d'aller remercier le public parce que sans public, on est rien. S'il y a un show où il y a pas de public, bah, ça sert à rien. C'est comme si on faisait un entraînement. Alors moi, j'ai toujours bien un point d'honneur à aller voir toujours le public. J'essaye de voir un maximum de personnes et je sais que Tom l'avait dit ça, Tom, il m'avait dit: «Prenez toujours le temps d'aller voir le public parce que sans eux, on n'est rien». Donc pour moi, même si tu es fatigué, même si tu as mal, même si ton match il s'est mal passé ou tu as un rendez-vous, essaye au moins d'aller voir deux trois fans ou va voir ceux que tu connais. Et après, voilà, tu dis: «Bon désolé là les gars, j'ai trop mal à l'épaule parce que voilà, tu fait une mauvaise chute ou quoi, ça arrive». Et puis après tu dis: «Bon allez, là je dois y aller» et après ils comprennent. Mais au moins, allez les voir au moins 5 6 minutes. Moi, je vais toujours voir les fans après parce que bah, sans eux, tu un WrestleMania à la WWE sans public? Bon, je vais me dire c'est déjà arrivé en 2020. On C'est l'a déjà vu en arrivé. 2020, c'était horrible. C'était horrible. Voilà, voilà. Alors tu si tous les choses seraient comme ça, il y aurait pas de saveur, il y aurait alors que là, s'il y a les gens, bah, faut en profiter. Pour moi, ils prennent du temps sur leurs trucs qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu faire autre chose, soit, être à la télé ou soit, investir dans un truc ou je ne sais pas ce qu'ils font les gens, en dehors des fans de catch, hein. Mais ils ont pris du temps pour venir, nous voir, donc c'est un minimum d'aller les voir et de les remercier. Voilà. Mais c'est original quand même de pouvoir catcher dans une arène comme ça et surtout les arènes de Béziers parce qu'en général, tu vois, c'est tout le temps genre dans des salles de sport et tout. Est-ce que vos shows, ça se passe toujours là-bas ou là, c'est vraiment pour des cas en particulier? Alors là, non, là, c'est que pour le gros show qu'on a, Ok. l'été. Mais sinon, après, on fait généralement, soit dans des gymnases, soit dans des salles polyvalentes, à droite à gauche. Mais généralement, quand on va aux arènes de Béziers, c'est vraiment, le gros show de l'année qu'il faut absolument pas manquer en tant que catcheur ABC. Bon après, soit tu y es, soit tu y es pas. Après, c'est le président qui prend la décision et pas toi. Hein? Mais oui, généralement, c'est quand même un endroit, en fait, tu ressens, quand tu es dedans, comme c'est une ancienne arène, et tout, tu ressens vraiment cet aspect un peu combattant qui peut Ouais, te mettre gladiateur, encore quoi. plus ouais, voilà, qui peut te mettre encore plus dans le truc. Alors que quand on je dis pas que quand tu es dans une salle polyvalente ou un gymnase ou autre que tu l'as moins cette sensation. Tu l'as quand même, mais là, que ça soit vraiment avec, l'aspect, comment c'est fait, en plus le sol il est un peu sable et bah, c'est du sable, hein. Donc voilà, ça rappelle, bah, comme tu as dit, les gladiateurs, donc oui, c'est forcément, un peu mieux. Mais quand tu es dans un gymnase ou dans une salle polyvalente, ça résonne un peu plus. Donc ce qui est mieux pour entendre le public. Tu parlais un petit peu tout à l'heure qu'il y en avait qui étaient un peu dans leur bulle avant les combats. Est-ce que toi aussi, pareil, tu te mets dans ta bulle? Est-ce que tu as un rituel particulier avant tes matchs? Alors ça va dépendre contre qui je catch. Généralement, j'ai pas vraiment de routine, j'en ai une petite, je sais que, j'aime bien, quand j'arrive dans les vestiaires, mouiller les cheveux direct. Heu, Après je marche beaucoup, énormément dans les vestiaires, je peux pas rester assis, c'est un truc que je peux pas. Après j'essaye de moi j'aime bien parler pour évacuer le stress. Donc si je vois qu'il y a un catcheur qui est soit stressé ou qui a envie de parler aussi, ben j'essaie de parler avec un maximum de catcheurs ou même les arbitres, hein, faut pas les oublier, parce qu'ils jouent un rôle important quand même aussi. Souvent que je parle souvent avec les arbitres, ou quoi, parce que j'aime discuter et c'est un peu ce moment-là, moi, qui me permet aussi d'évacuer le stress. Et généralement, ouais, j'essaye de me mouiller la tête, 5-6 fois avant que mon match commence ouais, ça on va dire que c'est mon petit rituel, c'est me mouiller les cheveux et parler avec les arbitres. C'est souvent les hommes aux longs cheveux qui se mouillent les cheveux. Bon, moi qui ai les cheveux courts, je me mouille les cheveux uniquement que quand je dois les laver. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'à chaque fois que
quand t'as les longs cheveux, tu te les mouilles à chaque fois, c'est incroyable. C'est vrai que tu vois, hormis Triple H qui était un peu con, parce que je me rappelle d'une scène où qu'il a essayé de faire ça, mais le problème c'est qu'il avait plus de cheveux, donc du coup c'était un peu bizarre. Tu vois, ça c'est le réflexe, bref. Mais non, mais c'est vrai que honnêtement, il y a que les gens qui ont des longs cheveux qui font ça, hashtag. Hein. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont des longs cheveux, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi ça vous arrive parfois de mouiller vos cheveux pour le plaisir ou autre. Et je voulais savoir, c'est quoi un peu ta relation avec le public? Parce que tu vois, c'est quelque chose qui est très important, la relation avec le public. C'est plutôt une bonne relation, une moins bonne relation, plutôt une relation de heel, une relation de face. Comment t'accueilles le public en général? Après, je vais te dire, ça va dépendre de deux choses. Déjà, du rôle que je vais jouer. Donc, soit si je fais heal ou soit si je fais face. Mais généralement, j'essaye toujours de procurer des émotions au public et de capter ce qu'ils veulent. On va dire que vu que j'ai beaucoup regardé de shows en étant petit, que même j'ai vu pas mal de shows indépendants, heu, ça m'a permis de comprendre certaines choses et surtout que maintenant, depuis allez 2 3 ans, voire 4, je catch beaucoup à l'oreille. Tu vas me dire: «Qu'est-ce que c'est de catcher à l'oreille?» En fait, c'est en gros, si le public tu sur une phase, on va dire, je sais pas, technique contre l'autre gars, si tu vois que le public est mort, qu'il parle pas et tout, tu te dis: «Putain, là, il faut un truc qui pète» et on va dire que c'est un peu comme ça, en fait. Moi, je me donne à fond et je sais que le public, il va me le rendre en se donnant à fond. Que ça soit pour me huer ou m'applaudir. Moi, je me dis: «Tous les matchs, je les fais à 1000%. Je me dis: «Je me donne à fond». Ils vont voir que je me donne à fond, donc ils vont être soit derrière moi, soit contre moi parce que bon, soit je suis heal, soit je suis face. Mais généralement, voilà, j'ai envie, d'avoir cette relation avec le public, même si je suis face ou heal. J'adore les taquiner si je suis heal, si je suis face, j'adore avoir leur soutien et voilà, je vais toujours les chercher. Toujours, toujours. T'as une préférence particulière, il ou face, ou les deux te conviennent? On va dire les 2 me conviennent, même si, je préfère être face. Ce que je trouve d'un côté, c'est un poil plus facile d'être face pour certaines choses. Mais en tant que heal, c'est aussi facile parce que, bah, tu juste à faire des coups bas ou des saloperies dans le match pour, pouvoir, qu'ils te détestent. Mais on va dire que j'ai quand même ce côté un peu, face, parce que la plupart des catcheurs que j'ai soutenus et aimés jusqu'à présent ont généralement été face. Donc je pense qu'il y a un peu le syndrome du héros dans ce que je cherche au niveau du face. Après heal, ça me dérange pas, mais à choisir, je préfère être face. Même si on m'a dit que j'étais bien meilleur en heal qu'en face, alors que moi je trouve que c'est l'inverse. Mais bon, après, je suis Ben, pas là pour, j'arrive pas à me juger au fait. pour moi, honnêtement, t'as complètement une gueule de heal. Hein. Tu vois, c'est vrai que. Non, Oui, on me l'a dit. non mais c'est vrai, mais Non, tu non, mais vois, on me l'a enfin. dit plusieurs fois. Enfin, nous qui nous connaissons quand même assez, tu vois, enfin assez souvent quand même, tu vois, enfin on discute beaucoup en off, on fait des vidéos ensemble et tout, donc tu vois, enfin j'arrive un peu à voir commenter, et c'est vrai que tu vois en off, tu vois, t'es vraiment un nounours, tu vois. Enfin, non, mais je veux dire, t'es vraiment quelqu'un de sympa et tout. Alors que sur le ring, malheureusement, tu vois, j'ai pas encore pu l'occasion de te voir. J'espère un jour. Mais c'est vrai que, tu vois, quand tu vois à peu près une personne pendant un moment que tu le vois qui est comme ça, super gentil, puis que tu le vois complètement différent dans un ring, c'est vrai que honnêtement, waouh, tu te dis, waouh, attends, c'est choquant et tout. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, tu vois, je reconnais plus la personne avec qui j'avais rencontré et tout. Waouh, tu vois, il y a une nouvelle personnalité en fait qui arrive, et c'est ça parfois qui est cool. Mais pour moi, je te le dis, hein, je te connaîtrais pas. On me dit lui, il est catcheur, est-ce qu'il est heal ou est-ce qu'il est face? Pour moi, t'as une gueule de heal. Oui, parce que je pense qu'il y a la barbe qui joue énormément, il y a un peu le style.
Donc après c'est vrai que généralement, 90 du temps, on me dit souvent: «Ouais, t'as une tête de heal, tu une bonne tête de heal», donc je sais pas comment je dois le prendre, si je dois le prendre bien ou mal, mais je pense non, je le prends bien, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'après c'est souvent, vu que j'ai la grosse barbe, ça fait un peu, les bikers qu'il faut pas emmerder avec les cheveux longs et tout. C'est vraiment en mode, tu sais que si lui tu le fais chier, bah, il peut te rentrer dans l'art Bah, quoi. t'es comme un Heu, pote IRL que je connais, t'as à peu près le même look et lui pareil, hein, tu vois, c'est vraiment le type de mec où tu le croises dans la rue, c'est pas quelqu'un qu'il faut venir faire chier, ouais, alors tu qu'en pas fait, envie. ouais, voilà, alors qu'en fait, ce mec, c'est un amour, il s'appelle Anthony en plus, tu vois, c'est un amour ce Bah, mec. big up à toi. Je sais pas s'il regarde la vidéo, mais Non, voilà. je pense pas qu'il la regardera, mais Eh beh, il enfin bref. regardera. En tout cas, ouais. Non, non, mais c'est vrai que, mais tu vois, en général, c'est aussi, tu vois, tout le temps un peu ce qu'on dégage, tu vois. Tu vois, c'est un peu comme ce que j'aime pas aujourd'hui, tu vois, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes, mais tu vois, mais c'est de juger tout le temps, tu vois, au premier abord, de pas apprendre plus à connaître la personne. Et c'est ça, tu vois, qui est bien aussi à travers les interviews. C'est comme ça, en fait, tu vois, qu'on apprend, en fait, à se connaître et à casser toutes les barrières et en fait à te dire bah en fait ce mec là oui c'est vrai c'est un connard ou en fait non ce mec là bah finalement bah, je me rends compte qu'en fait il est pas comme on me l'a dit parce que tu vois beaucoup de monde aussi et ça c'est l'ère disons enfin des réseaux sociaux enfin disons que c'était là bien avant les réseaux sociaux mais ça a encore plus pété quand les réseaux sociaux ont justement arrivé c'est tout le temps de d'écouter ce qu'un tel dit sur cette personne là si un tel va te dire bah ce mec là c'est un connard bah pour toi tu sais pas pourquoi mais ça sera un connard parfois, tu vois, tu te dis, oh, mais pourquoi c'est un connard je sais pas, mais c'est un connard. Parce qu'on m'a dit que c'est un connard, voilà, tu vois. Parce que en gros, la plupart des gens n'ont aucune véritablement, tu vois, enfin, argument, donc ils cherchent des arguments comme ils peuvent. Je voulais savoir un petit peu, si jamais, je te dis, c'était quoi l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs. Heu, alors, je te dirais à l'époque, mon meilleur match était lui contre Tom, mais là, il a été remplacé par le fait que j'ai gagné le titre, interrégional pour la première fois contre Marty. Franchement, c'est celui-là que je l'ai trouvé le plus abouti avec un autre que j'avais fait en match par équipe, qui était très, très abouti aussi, qui était très bien. C'est ces 2 matchs que j'ai trouvé les mieux de ma carrière. Et les matchs où on va dire le match que je trouve où j'ai été dégueulasse et que j'ai pas été, bien, on va dire il y en a, peut-être le alors premier match contre Tom, pas le deuxième mais le premier où j'ai vraiment, où j'avais stressé, je savais plus quoi faire et tout. Et un autre match, on va dire mon premier match, mon tout 1er match que j'ai filmé. Bon, il était forcément dégueulasse, mais voilà. Sinon après, il y a pas vraiment de mauvais souvenirs que j'en garde de certains matchs. La plupart du temps, c'est toujours bien passé. Sauf, s'il y avait un match, mais je crois que je l'avais pas filmé ou je sais plus si je l'avais filmé. En gros, on avait prévu un scénario, et le mec, il a tout changé à la fin. Au milieu du match, il a tout changé, ça m'a saoulé. J'ai dit: «Vas-y, on en finit» et puis après je m'étais cassé ce jour-là. Ouais, on va dire, il y a cette expérience-là qui m'a un peu énervé et voilà, maintenant je ne supporte plus ce type et je crois que si je le revois, je suis capable de le taper donc faudrait pas mieux que je le croise. Tu parlais que tu avais eu justement comme ça un mauvais souvenir avec cette personne. On n'est pas là pour détailler tout et on n'est pas là non plus pour donner de nom. Mais tu as déjà eu des gens qui, bah pareil, qui t'ont déçu, toi, dans le business hein. Bah, à part lui là qu'on est en train de parler, que j'étais en train de citer, que je ne citerai pas son nom parce qu'il y a pas intérêt à le citer et je ne vois pas l'importance qu'il aurait. Heu, on va dire que j'en ai pas vraiment été déçu par d'autres personnes. En vrai après comme j'ai dit et que je dirai toujours pour moi et c'est un truc qui me tient, l'important c'est pas ce que tu as envie de faire qui est important, mais ce que peut ressentir le public et d'un côté, faut toujours que tu te dises
tu montes sur le ring avec une autre personne et faut que cette personne soit capable de partir, chez elle, quoi. Retourner chez elle tranquille et tout. Donc pour moi, même si tu as passé une mauvaise journée ou quoi, faut que tu le mettes de côté. C'est ton activité, c'est ton sport, c'est ton travail, je ne sais quoi. Mais à ce moment-là, quand tu es sur le ring, il y a plus rien qui te touche. Tu te concentres sur toi et sur l'adversaire et c'est tout. Et après non, j'en ai pas eu vraiment de gars qui m'ont déçu à part lui que j'ai dit. Après j'en ai pas d'autres qui m'ont marqué ou au moins que j'ai oublié entre-temps, mais voilà, j'en ai pas d'autres. Et en général, avec le public, est-ce qu'il y a déjà eu des événements, des scènes qui t'ont marqué, qu'il y en a qui se sont mal comportés, que ça a perturbé un petit peu et tout? Alors, au niveau du public, oui, une fois, il y a bon, on va dire que c'était dans un camping, les campings que vous pouvez trouver, quand vous allez en vacances l'été, hein. Vous allez dans un camping et nous, l'ABC, on fait souvent des shows dans les campings et à ce moment-là, je jouais un heal et je m'en souviens qu'il y avait, en fait, ça part d'un gamin et après il y avait le père qui s'en était mêlé et en fait, donc avec mon coéquipier, on jouait les heals. Et le gamin, il voulait me taper dans la main. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je lui tends la main et au moment où il va me taper la main, je lui fais ça. Comme beaucoup de Le monde gamin, il s'est font, quoi, hein. Tous les heals voilà, le font, quoi. voilà et le gamin se met à chialer. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'en profite pour me moquer de lui en mode: «Ah, tu chiales, ah, tu un bébé et tout». Après, je monte sur le ring, je fais mon match et tout et à la fin du match, il y a le père qui vient me voir, il me fait: «Ouais, tu as fait pleurer mon fils, je vais te casser la gueule, Je fais: «Mais frérot, tu veux quoi?» Attends, attends, attends. T'es sérieux? Je suis sérieux, T'as un je suis mec, sérieux. attends, t'as un mec qui est venu te voir à la fin d'un show et qui t'a dit je vais te péter la gueule rien que parce que t'as pas voulu serrer la main Et à tu son fils. fait pleurer mon fils. Je te jure, donc après, il y a le président qui m'a vu, faire l'altercation avec le mec. Le président, il est venu, donc le président, il a réussi à calmer le père, mais je pense qu'il aurait pas été là. Je pense que oui, il y aurait eu moyen que je me batte contre lui, mais on lui a fait comprendre que voilà, c'était pas le but, c'était voilà, moi, j'ai joué mon rôle, j'étais dans mon rôle et c'est tout, quoi. Donc Mais c'est incroyable quand même. Enfin, eh oui. mais des fois, il y a des parents, je suis sûr, enfin, je suis désolé, hein, mais il y a des parents, il y a des moments, waouh, quoi. Enfin, juste pour un truc comme ça, t'es prêt à venir aux mains avec une autre personne. Putain, bah alors, Oh, imagine si la personne, elle te dit pas bonjour, tu vas aller, non, non, mais je veux dire, non c'est mais c'est limite vrai! ça, quoi. C'est Oui, non limite mais ça, tu dis pas bonjour à une personne, l'autre, imagine demain, tu vas dans une boulangerie, tu dis pas bonjour au boulanger ou quoi que ce il te soit casse et la tout, gueule. et il te casse la gueule. Tu te dis, mais non, mais tu vois, c'est bien, tu vois, des fois, ce qu'on entend, on vit vraiment dans un monde de tarés, quoi. C'est un Oui, en truc de plus, fou. c'est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Ah ouais, mais c'est frais, en fait. Ah oui, c'est il y a pas si longtemps que ça, quoi et je m'en souviens qu'avec mon coéquipier, on s'est regardé bah, la personne est venue parce qu'il est pas venu que vers moi, parce que même mon coéquipier s'était mis avec contre le gamin. On s'est regardé, on a fait: «Mais il est sérieux de nous faire une scène juste parce qu'on a fait pleurer son fils?» C'est un peu voilà, qu'est-ce que tu veux que je te C'est- dise? Sachant En plus, le mec à la fin, tu vois, tu peux avoir une photo, un truc comme ça, oui, puis voilà, quoi. Mais ouais, t'allais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. je ne sais plus. Non, 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 en vrai, non, non, j'ai oublié, mais oui, non, mais après, c'est m'est arrivé. Après, sinon, généralement, avec le public, ça se passe, bien. J'ai jamais eu de truc, heu, qui se reproduit comme ça, mais c'est vrai que ce jour-là, j'étais un peu en mode alors soit c'est moi qui suis allé trop loin dans mon rôle de heal, soit c'est, bah, je pense, l'enfant qui était un peu susceptible et ce qui est possible quand t'es enfant, tu contrôles pas tes émotions et je pense que le père a pas aidé aussi, hein, voilà. Mais je pense Non, enfin que non mais excuse-moi, mais là honnêtement c'est plus au niveau du père où j'en veux quoi. À un moment donné, faut aussi faire comprendre à ton gamin que t'es dans un show de catch, tu viens voir des catcheurs, t'as des gentils, t'as des méchants. Moi aujourd'hui, tu vois par exemple, enfin étant plus jeune,
tu vois, j'aurais pas voulu aller dire bonjour au bouffon vert, tu vois, parce que moi qui étais très Oui, fan de Spider-Man, pour moi, bouffon vert, tu vois, je m'y approche pas, je lui parle même pas. Après, en étant plus grand, tu comprends que c'est des rôles que vous jouez, puis, tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois, t'es pas, tu vois, je veux dire, t'es pas un connard, tu vois, comme mec et tout, t'es quelqu'un de très sympathique et tout. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin là honnêtement, enfin le père, c'est de l'immature totale là. Là, c'est ah vraiment de oui, non l'immature mais totale. après, voilà, après, je sais que c'était une fois sur, je sais même pas combien j'ai fait de shows, je pourrais même pas te dire, mais voilà. C'est m'est arrivé une fois, c'est pas exclu que ça arrive plusieurs fois, mais bon, je pense que, il y a vraiment une chance infime et je pense que ce jour-là, même mon président, il m'a regardé en mode, on était tous choqués. Tous les catcheurs qui étaient à ce camping-là, on était tous choqués. On était en mode, «Ah ouais, c'est grave quoi pour que le mec réagisse comme ça, surtout qu'il est père, donc il montre pas le bon exemple à son fils. Donc je comprendrai jamais pourquoi il a réagi comme ça, mais voilà. Ok. Et t'as pu le revoir? T'as eu des excuses ou quoi que ce soit? Même pas? Alors non, je les ai jamais revus. Après, c'était dans un camping, donc c'est un show et après on s'en va et c'est rare qu'on revienne dans le même camping, même si ça arrive. Mais on va dire que je pense que si je le croiserais, déjà je me rappelle plus de sa tête, donc peut-être que je l'ai déjà recroisé, mais je m'en souviens pas. Mais on va dire que même si je le recroise, moi je ferai rien en particulier, mais si lui il me reconnaît et qu'il veut venir, bon, on en parle. Mais sinon après j'ai pas de, voilà, ça me dérangerait pas de le recroiser quoi. Ah non, mais je veux dire, C'est c'est quand même incroyable de vouloir t'en prendre à quelqu'un, tout ça, parce que non, mais c'est c'est n'importe quoi. Non, mais je te jure, on vit vraiment dans un truc de taré. Monsieur, je sais pas si vous allez nous voir là et tout, mais honnêtement, enfin, discuter, quoi. Discuter au lieu de vous battre, c'est complètement idiot. Surtout en plus pour un truc comme ça, quoi. Surtout pour un truc comme ça qui est complètement con. bah, Euh, anodin aussi. ouais. Je voulais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments de burn-out par rapport au catch? Non. Des remises en question, par exemple. Alors remise en question, on va dire, bon après c'est les catcheurs pourront comprendre, mais c'est plutôt sur les mouvements que j'effectue dans le ring. On va dire que depuis que je catch, ça va faire depuis 2018 que je catch. Hem, on va dire que ouais, je me suis remis en doute sur certaines prises que je faisais à l'époque. Je me disais: «Ah», au début, je disais: «Ah ça allait bien et tout» et au final, au fur et à mesure que tu avances, bah, tu vois que non, après il y a juste sur ça que je me suis remis en doute, sinon après il y a pas eu vraiment de burn-out ou de doute, sur quoi que ce soit. Comme je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu regrettes de t'être lancé dans le catch? Est-ce que parfois tu as pris des décisions où tu te dis, ouais, si j'avais l'opportunité de pouvoir changer cette situation-là, je le ferais? Alors, je vais pas dire que je suis déçu d'avoir pris la décision de devenir catcheur, mais je suis déçu d'avoir autant attendu aussi longtemps. Parce que j'ai commencé le catch, j'avais 25 je crois, ou 24, je sais plus. Mais en vrai, je suis un peu déçu, pour ce côté-là, parce que je l'ai pris un peu tard. Si j'aurais pu le prendre beaucoup plus tôt, on va dire genre vers 18 ans, 19 ans, je trouve que pour moi, c'est le meilleur moment pour commencer ta carrière. Et c'est juste ce côté-là, ouais, que je regrette. Si je devrais refaire ce passage-là de ma vie, je m'imiterais beaucoup plus tôt. J'irais beaucoup plus tôt, à l'ABC. Toi étant plus jeune qui jouait au catch, malheureusement, faut pas le faire, hein, parce que je dis ça, mais c'est ça, il faut pas le faire, Oui, faut faire ça vraiment dans un truc adapté pour, structuré, et pas faire ça n'importe où avec n'importe qui. Bref, mais est-ce que tu regrettes, toi, que ta sœur ne s'est pas lancée dans le catch comme toi? alors,
même quand on était petit, moi, j'avais envie de faire du catch. Ok. Elle aime le catch, mais elle a jamais eu envie de le faire. Le seul truc qu'elle aurait aimé faire, peut-être, et qu'elle a pas fait et qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais peut-être qu'un jour, on le fera, c'était plus faire un peu ma manageuse, tu vois, qu'elle m'accompagne au bord du ring et trucs comme ça. Mais sinon, elle a jamais voulu en faire en termes général. Et aujourd'hui, c'est quoi la vie de tes parents? Est-ce qu'ils sont fiers de toi, de ce que tu es devenu? Alors, je pense que oui, je leur ai pas demandé la question, mais je pense que oui. Ma mère est à chaque fois contente, à chaque fois que je catch. Bon, forcément, elle voudrait que je gagne tous les combats et que je sois invincible. Mais comme je lui dis, c'est pas possible. Après, mon père, bah, il a la chance de m'accompagner sur tous les shows. Bah, j'ai la chance qu'il m'accompagne sur quasi tous les shows parce que lui-même, bah, il est arbitre. Donc, d'un côté, c'est un peu plus facile pour partager des trucs. Donc, c'est un peu notre moment père-fille. Père-fils et pas père-fille, je sais plus parler. Mais ouais, après sinon, je pense qu'ils sont fiers, je pense, oui. J'ai pas demandé la question, mais je pense que oui. Est-ce que pour un segment, tu as déjà foutu la main sur ton père, tu vois, par exemple, genre pour un, je sais pas s'il a déjà arbitré un de tes matchs, est-ce que ça serait un rêve un jour de pouvoir... Alors, c'est déjà arrivé et plus d'une fois, que Ah ça ouais? Ok. soit moi ou que moi je me fasse accidentellement un coup ou quoi, c'est déjà arrivé plusieurs fois, oui. Généralement, on va dire, allez, il a dû m'arbitrer ouais, quarantaine de fois peut-être. Mais oui, c'est déjà arrivé. Il était arbitre avant que tu intègres l'ABC ou il était déjà, ou après que tu as... Après, il est venu, 1 an presque 1 an après, Ok. parce qu'au début, c'était ma mère qui me menait aux entraînements. Après, comme elle pouvait plus, elle travaillait, donc c'est mon père et un jour, en fait, il m'avait amené à un show et l'arbitre qui devait venir, bah, il avait eu, un problème de voiture, donc il pouvait pas venir et mon président, il s'est retourné vers mon père, il dit: «Tu es fan de catch?» Mon père, il fait: «Ouais», il fait: «Bon allez, c'est bon, tu fais arbitre ce soir». Voilà. Après, oui, si tu regardes le catch, pour moi, entre guillemets, tu sais déjà arbitrer. Pourquoi? Parce que bon, être arbitre, ça peut être compliqué, mais c'est simple à la fois. On va pas rentrer dans les détails, mais Oui. voilà. On, Du on temps que tu connaît sais tous au compter, moins les règles, compter de jusqu'à base, 3. voilà. Voilà, les règles de base, après, au fil en aiguille, bah, tu en apprends plus si ça t'intéresse vraiment. Mais on va dire, oui, que mon père, il est venu arbitre, comme ça, du jour au lendemain, parce qu'il m'avait accompagné sur un show et un arbitre a pas pu venir et ben, on a dû avoir un arbitre de secours, j'ai dit à mon président: «Bah, tiens, il y a mon père, il est fan de catch, ça fait plus de, je sais pas quel âge il regarde le catch, mais il a commencé dans les années où il y avait, Warrior, et tout, Macho Man, donc voilà, tu peux remonter, hein. Au début de Undertaker, putain, j'arrive plus à parler. Donc ouais, après voilà, le président a dit go. Ok, non mais après c'est bien, mais est-ce que c'est compliqué d'avoir un membre de sa famille quand on doit travailler avec? C'est compliqué, oui, c'est facile. Parce que parfois, tu vois, t'en as pour différentes raisons. Hein. Tu vois, par exemple, je vais prendre le cas, enfin, que je connais, je connais, que j'ai déjà entendu une interview de lui. C'est le chef qui est, qui est super connu, c'est Philippe Etchebest, tu vois, qui a déjà dit, enfin, tu vois, qui avait déjà travaillé avec, avec des membres de sa famille et que bah, parfois, tu vois, c'était compliqué et tout. Et c'est normal. Est-ce que toi, c'était compliqué de travailler aussi avec ton père? Alors je vais te dire, ou je te dirais oui et non. Parce que oui, parce que d'un côté, moi je suis là à vouloir toujours faire plus parce qu'il est là en particulier, donc j'ai envie de ce côté-là, de l'impressionner et qu'il soit fier de moi et qu'il dise: «Oh putain, il a fait un bon truc». Et des fois, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que des fois, lui, il a sa vision, moi j'ai ma vision. Ça arrive que, bah, on se prenne la tête, mais après finalement, on essaie de concorder les trucs. Mais je te dirais oui et non, après ça dépend, comment tu prends la chose et comment vous êtes au quotidien avec la personne, au fait. C'est pas mal vu que t'as un membre de ta famille dans le catch?
Non, Non. non. Après, j'ai jamais demandé la question, mais je sais que tous ceux qui sont à l'ABC, ils préfèrent largement, mon père. Après, ils savent que c'est mon père. Il y en a qui ne le savent pas, hein, alors que ça fait plusieurs années qu'ils y sont. Mais en vrai, non, ça gêne personne et il y a pas de favoritisme ou quoi que ce soit. Si je dois perdre, eh beh, je perdrai, mais non, il y a pas de favoritisme ou quoi. Ok. On arrive bientôt, déjà, parce que ça fait déjà bientôt plus d'une heure qu'on est en interview, et merci à toi pour d'avoir Pas de souci. refait cette interview. Euh, je voulais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que le catch t'a apporté? Qu'est-ce que le catch m'a apporté? Des moments de joie, de bonheur, de pouvoir, voir certaines, bah, idoles que j'avais, Vu à voilà, travers les écrans? l'écran, voilà et de pouvoir, en faire un rêve éveillé, quoi. Parce qu'être catcheur, ça a toujours été un rêve. Je l'ai enfin réalisé, ce rêve continue à s'enclencher, et toujours en marche donc pour moi, oui, c'est un rêve éveillé donc oui, le catch m'a permis beaucoup de me galvaniser au niveau de mon tempérament, voilà, je cherchais le mot. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez nerveux, je pars assez vite, le catch m'a permis aussi De te de me calmer, ouais, de... canaliser, de me recentrer sur ça, de moins être énervé, même si bon, il y a des fois, hein, où ça passe pas. Mais oui, généralement, le catch m'a très bien aidé et continuera de m'aider, je pense, encore longtemps, Avant sur de pas mal conclure de choses. l'interview, je voulais juste te remercier pour deux choses. Oui. La chose numéro une, c'est de m'avoir fait rencontrer Capi, qui est ton Il y a pas de graphiste souci. ainsi que mon graphiste maintenant, qui vous Voilà. permet, voilà, qui vous permet également aussi d'avoir ce magnifique décor que vous voyez là, ainsi que toutes les miniatures de ma chaîne YouTube. Je vais te remercier parce que c'est aussi un peu, alors même si là, je suis, c'est pas grave, on s'en fout, mais je veux dire, même si là j'ai dû recommencer une chaîne YouTube, ça a été aussi un peu grâce à toi et grâce à lui où bah, l'image, enfin, tu vois, la décoration de la chaîne a plus changé quand c'est fait par un professionnel que quand c'est fait par moi. Donc, du coup, merci parce que bah, peut-être que sans toi, bah aujourd'hui, je serais à des miniatures classiques, on sait pas entre guillemets. Donc, je voulais juste te remercier par rapport à ça. Puis, bah, je Il y a voulais pas de aussi souci. te remercier pour une deuxième chose, c'est d'être en entre guillemets, je mets bien des guillemets parce que t'es pas payé et autres, mais être en collaboration avec moi, c'est-à-dire que bah quand on va faire une vidéo ensemble, bah si tu peux, bah tu viens et ça franchement ça fait aussi plaisir, même si c'est vrai que parfois bah tu vois on fait un peu des vidéos qui normalement de base ne tu vois enfin alors ça peut être des reviews, ça peut être des live réactions sur des trucs où bah, normalement de base un catcheur ne devrait pas faire ce type de vidéo parce que bah, sinon il est mal vu, mais au moins l'authenticité, je trouve que c'est important et c'est ça que j'aime chez toi. Donc du coup, je voulais juste te remercier par rapport à ces deux choses-là. Bah, il y a pas de souci, merci à toi de m'avoir accordé, une deuxième interview et peut-être, plus tard une troisième quand je serai, plus loin ou peut-être que je prendrai ma retraite, qui sait? C'est tout ce que Bah, je te souhaite. c'est pas dans les plans actuels. C'est tout ce que je te souhaite. Et comme je disais, j'avais encore juste, allez, encore trois questions. Et puis encore une fois, merci à toi. Je voulais savoir un petit peu, euh, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une chose qui te dit, putain, je suis fier d'avoir fait ça? Est-ce que pour faire simple, est-ce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que bah, Nickel 10 t'a dit, bah moi, enfin que j'ai fait un excellent match et tout? Ou est-ce que tu as autre chose où tu peux dire, bah voilà, je suis fier de d'avoir fait ça?
Alors oui, il y a le truc avec Ninkasi, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, je suis fier et content d'être catcheur. Même si c'est qu'un petit catcheur de structure indépendante, bon, principalement, je suis à l'ABC et je suis content d'y être et je changerai rien au monde pour ça. Ok. Non, mais c'est bien, au moins, tu vois, c'est clair, c'est net et c'est précis. On arrive à la question, je sens qu'elle te démange parce que tu me connais, tu as déjà vu Oui, oui. mes interviews, je le sens là, tu vois, c'est limite, t'es pas comme ça parce que, enfin, on se connaît trop bien, donc du coup, tu connais la question qui arrive, c'est la fameuse question compliquée. Je vais te donner la baguette magique. Ok, tu as l'opportunité de faire apparaître trois catcheurs devant toi, qui soient morts actuellement ou vivants, mais si jamais tu as l'opportunité de faire un dream match avec l'un de ces trois catcheurs, qui ça serait pour toi et pourquoi? Alors, on va dire que le premier, ça serait, bah, Jeff Hardy. Parce que c'est lui d'un côté, bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est sur ce premier match que je suis tombé sur un Undertaker, Jeff Hardy. Le match, je crois que c'était un match à échelle ou je sais plus quoi, quand Undertaker va pour lui sauver la main. C'est vraiment lui qui m'a fait aimer le catch, c'est lui qui m'a donné cette envie de faire du catch et de me dépasser dans le ring parce que j'imite un peu son style, même un peu beaucoup. Je me donne à fond et pas les couilles si je me fais mal du temps que le public est content, c'est voilà. Donc je pense que ouais, ce serait un de mes dream match. Le deuxième, on va dire que là, c'est plus côté, heu, bah, ouais, on va dire «nostalgie» entre guillemets parce que actuellement il catche plus. Ce serait Shawn Michaels parce que, voilà, c'est, toujours un mec que j'ai apprécié. Je trouvais qu'il catchait bien et j'ai toujours aimé son finisher, le super kick. Le super kick qui m'a le plus marqué, c'est lui qui l'a fait contre Shelton Benjamin. Je sais pas si tu vois lequel je parle? Ouais. Quand il saute de la corde et qu'il l'attend et voilà, c'est franchement, je me suis dit, «Ouais, j'aimerais bien faire un match contre lui» et après en troisième, il y en a 2 qui se positionnent, on va dire. Il y aurait Roman Reigns parce que bon voilà, c'est lui qui Lequel j'aime. de Roman Reigns, le Big Dog, celui qui était... Le Tribal Chief. Parce que en Big Dog, je l'aimais bien. J'ai aimé toutes les phases j'ai aimé toutes les phases de Roman. Mais ma préférée reste celle actuelle. Même bon, même si on le voit plus trop en ce moment, mais et Pour des raisons avant de un peu, santé après. voilà. Et après quand il avait la Bloodline et tout, là, c'est vraiment ça. Et on va dire le catcher qui arrive ex aequo, parce que ouais, tu m'as dit 3 mais je dépasse. Mais il est ex aequo avec Roman, ce serait Seth Rollins. Parce que je m'inspire aussi de beaucoup de ses moves à lui. Heu, Parce qu'il a un catch un peu comme j'ai. En fait, on a beau voir bon voilà, je suis quelqu'un de gros, on va pas se le cacher les gars, mais je suis quelqu'un de très agile, très rapide pour mon poids et Seth Rollins, il me fait penser un peu à ça. Ben bon, il est pas gros Rollins, c'est pas ce que je dis, hein, mais il mélange le côté brut, le côté agile et le côté rapidité et c'est un peu ce que j'ai et ouais, j'aimerais bien, à choisir, à faire un match contre lui si un jour je pourrais quoi. Peut-être un jour ou si j'ai la baguette magique comme tu dis, je le fais apparaître et je fais: «Go, me faire un match». Voilà à peu près les 3, allez, 4 catcheurs que j'aimerais, soit affronter ou soit, les voir, quoi. Ok. Et juste pour la dernière question, et après je te laisserai conclure avec de la pub et tout, où on peut te retrouver. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un endroit où tu as le plus aimé aller catcher, il y a un endroit où tu as le moins aimé? Quand je parle de plus aimé, c'est peut-être par rapport au niveau du décor, peut-être que tu as bien aimé, au niveau du public, et le moins aimé, bah, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'un jour, il y a déjà eu du public qui était vraiment très peu là, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, mais le public ne prenait pas malheureusement. Mmh, les endroits où l'endroit où, ouais, j'ai surkiffé, on va dire, bah, c'est les arènes. Le premier show que j'ai fait là-bas, mon 1er match, c'est là où,
j'ai vu que j'avais quand même un peu de, 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 hmm, de popularité. Parce que quand j'étais rentré dans le ring, c'était pendant le match à 4 justement. Un de mes deux meilleurs matchs que je trouve que j'ai fait de ma carrière. Et quand le public scande ton nom, que tout le public scande ton nom, moi sur le coup, ça m'a fait quelque chose à l'intérieur. Donc, le public des arènes, c'est comme des connaisseurs qui viennent. Il y a souvent quelques petits influenceurs qui viennent aussi de catch, qui parlent de catch et qui sont déjà venus, hein. Donc oui, il y a les arènes. Après, s'il y a un show où j'ai trouvé le public un peu mort ou quoi, c'était, j'en ai pas vraiment, même si j'en ai un en tête, mais je sais plus où c'était exactement, mais je crois que c'était vers la Suisse. Je sais plus où exactement, mais c'était un public vers la Suisse, c'était à la frontière de la Suisse, je crois, ou de l'Allemagne, je sais plus. Bon, bref. Là-bas, c'est vrai que déjà, ils avaient une vision un peu différente de nous. Et de deux, le public, je sais pas, je les ai pas trouvés chauds, en fait. Ok. Ce qui peut arriver, hein. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, Mais, tout à fait. mais c'est vrai que c'est chiant, ça. Parfois, tu vois, tu fais des heures et des heures de route, tu te casses le cul, et malheureusement, bah, tu vois, le public est endormi, donc voilà. Ça, c'est Mm. compliqué. Mais c'est les aléas du catch, comme on dit. Et on conclut, bien sûr, avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On sait que tu as une chaîne Twitch. Enfin, je le sais que tu as une chaîne Twitch, mais Oui, peut-être que les gens ne le savent pas. De toute façon, je mettrai tout dans la description, il n'y a pas de problème. voilà, après, généralement, je fais beaucoup de live sur Twitch, comme l'a dit Dylan, hein, c'est Tatsu7 TV. De toute façon, il le mettra en lien dans la description. Je suis en live quasi tous les jours, sauf le mardi, où je suis en off. Oui, dors. Non, c'est à ce moment-là, on a l'entraînement le soir à Montpellier, donc je peux pas être en train de faire l'entraînement et faire un live. Sinon, après, vous pouvez me retrouver sur les réseaux classiques, TikTok, Instagram. Et sur TikTok et Instagram, je poste souvent des petits moves que je fais à l'entraînement ou que j'ai envie d'intégrer dans mon set move. Donc, n'hésitez pas à me follow. Et puis, à la prochaine, c'était Tatsu. Des bisous. Alias Bye. O'Brien. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis, bah, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine interview. Allez, salut, ciao.